Donc bonjour Thibaut, merci d'avoir accepté de venir dans le podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Et puis pour démarrer, pour rentrer pas dans le vif du sujet, justement, j'aimerais te proposer de partager avec notre audience quelque chose que les gens ne savent absolument pas sur toi, ceux qui nous écoutent en tout cas. Le truc que peu de gens savent sur moi, c'est toute la partie, avant l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, je voulais être peintre. Et donc, je peignais 20 heures par semaine en tout ce qui était collège, lycée. Et après, je voulais faire designer ou peintre. Et finalement, je suis parti en école de commerce, etc. Et puis, j'ai un peu arrêté la peinture. Et j'aime beaucoup encore tous les sujets de design chez Partout. C'est des sujets qui m'intéressent, même si j'ai un peu perdu cette passion et que j'essaie de retrouver parfois, mais qui est assez particulière. Waouh, ok. Et alors, comment on passe de... Alors, du coup, tu vas nous raconter un petit peu Partout ce que vous faites et est-ce que tu arrives à faire un lien entre les deux passions? Écoute, ce que fait Partout, donc nous, on accompagne des réseaux de points de vente et réseaux de retail de manière générale à être plus visibles en ligne, à gérer leur réputation, gérer leur messagerie. Donc concrètement, les gens nous utilisent tous les jours dès qu'ils cherchent un supermarché ou un concessionnaire sur Google Maps. Nous utilisons toutes les informations, etc. Et en quoi c'est lié avec potentiellement ce que je faisais avant? Disons que je m'intéresse toujours au sujet design. J'aime beaucoup les sujets de comment la manière de présenter les choses peut véhiculer des messages. De plus en plus des sujets branding, des sujets marketing. Et je fais encore beaucoup de PowerPoint et les gens me disent « Mais pourquoi tu fais du PowerPoint ?» Parce que je trouve que c'est une manière de réfléchir en fait avec des visuels, des couleurs. Partout, c'est extrêmement coloré. Chaque produit a sa couleur, etc. Donc, c'est des choses que j'aime bien, que je retrouve un peu dans le quotidien. Ok, écoute, intéressant. Puis ça fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plein de manières de réfléchir, potentiellement le visuel et pour toi aussi le fait d'écrire, de mettre par écrit et notamment on parlait du livre que tu as écrit et qui n'est pas encore sorti. C'est ton deuxième bouquin. Est-ce que tu peux, parler un petit peu de ce que tu as voulu mettre là-dedans? Pourquoi tu as envie de partager sur ce sujet-là et sur ce format-là? En fait, il y a une première phase qui a été assez intense chez Partout, qui a été la phase de scale. Donc, on est passé de 200 à 400 collaborateurs en 2022. On a beaucoup grandi, on a beaucoup recruté. Donc, ça a été l'occasion de réfléchir, de prendre un peu de recul. J'écrivais beaucoup le soir pour essayer de structurer mes pensées. Et ça a fait un premier bouquin qui s'appelle Start to Scale, qui est sorti il y a 2 ans. Et ensuite, j'ai utilisé beaucoup l'écriture pour prendre du recul et essayer de réfléchir au sujet que je traversais. Et notamment des passages sur la prise de parole en public, ce qui est un sujet qui est assez compliqué quand on est dirigeant. Ou des sujets comme comment gérer une Q&A anonyme quand on est en période de crise. Wow. Et en fait, à chaque fois que je vivais des expériences de ce type-là, j'écrivais le soir ou j'écrivais le lendemain ou je me préparais en écrivant. Et ça a fait un deuxième livre qui s'appelle Startup and Down, qui est sur une réflexion autour des crises, de toutes les crises qu'on a vécues et de comment on y a survécu. Pour raconter un peu toutes les galères de ce qu'on a fait. Et je pense que c'est aussi une réflexion plus large parce que j'ai essayé d'inclure des éléments de podcast, des retours d'expérience d'autres boîtes pour essayer de voir quelles étaient les choses qui étaient un peu universelles en startup. Et même si on n'est plus une startup, on continue à avoir des crises. Je pense que toute entreprise en vit au quotidien. Et donc, c'était un moment où je voulais partager notre expérience là-dessus. Eh bien, hâte de lire, déjà. C'était utile que tu parles un peu du contexte de Partout, de la croissance, des différentes phases. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de t'inviter pour partager avec notre audience le modèle, alors un peu spécial, même si il n'est pas unique, on ne le voit pas tant que ça, le modèle de co-CEO que vous avez mis en place, que j'ai découvert grâce à une masterclass du club Bootstrap auquel j'étais ravie de participer. Je me suis dit, ça pourrait être utile pour d'autres personnes de comprendre un peu ce modèle. En quelques mots, déjà, qu'est-ce qui vous a poussé, donc chez toi et ton co-CEO, à créer ce modèle d'orga? Ça fait dans l'histoire de Partout, en fait, à un moment où je pense que Thibaut, c'était plutôt un créateur au départ. Il avait lancé la boîte, il y avait une quinzaine de personnes. Et je pense qu'il s'est dit qu'il avait besoin d'une autre personne pour l'aider. Et au départ, moi, j'ai été recruté en tant que directeur des opérations, directeur financier. Donc, ça veut dire que quand tu as rejoint la boîte, tu n'avais pas encore ce projet-là en tête? Alors, moi, je ne l'avais pas, mais mon associé l'avait déjà, en fait. Okay. Et je ne pense pas que j'ai été recruté au départ. Enfin, je n'ai pas été recruté avec ce profil, ce nom-là. Mais dans la suite des idées, c'était quelque chose qu'on envisageait. À un moment, mon associé, il s'est posé des questions. Il se disait, est-ce que je vais partir? Finalement, la boîte a vraiment décollé à partir de 2019-2020. Et on a décidé, en fait, de continuer tous les deux l'aventure. Et d'utiliser, en fait, notre complémentarité comme une force pour Partout. Et aussi comme un levier pour tenir un peu les épreuves et de se dire qu'il y a certains moments où on était moins dedans et donc en fait on se soutenait l'un et l'autre pendant ces
c'est 8 ans d'aventure pour le moment. Et oui, je pense que, en tout cas, pour tous ceux qui sont sur des postes de direction d'une façon générale, la question de se soutenir pendant des phases intenses, ça résonnera probablement pas mal. Très concrètement, comment est-ce que vous avez déjà défini vos rôles respectifs au démarrage, et puis peut-être est-ce que ça a évolué aussi en cours de route? Ouais, je pense qu'en fait, moi, j'avais fait du conseil en stratégie au BCG pendant quelques années. Donc, quand je suis arrivé, mon rôle, c'était plutôt ce qu'on appelle de scaler, donc de structurer, de mettre des process. Donc, c'était vraiment plutôt la partie croissance, mais organisation. Et Thibaut, lui, c'est plutôt un visionnaire produit. Donc, ce qu'il aime bien, c'est tester des choses, lancer de nouveaux produits, lancer de nouveaux marchés. Donc, déjà, on avait un peu cette opposition et cette complémentarité entre deux profils avec des tempéraments et des compétences qui sont assez différentes. Donc ça a été un peu comme ça que ça s'est fait naturellement. Donc Thibaut gère toutes les équipes tech, les équipes produits. Moi, je vais gérer les équipes finance et opérations. Ça, c'est un peu cliché, mais ensuite, les autres équipes, ça a évolué et ça a évolué en fonction à la fois de notre bande passante et de notre appétence du moment. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des sujets qui arrivaient et on se dit qui a envie de le prendre. Donc quand on a notre directrice marketing qui est partie et qu'on cherchait une nouvelle directrice marketing ou directeur marketing, on s'est posé la question, qui va reprendre ce sujet-là? Moi, ça me tentait un peu de prendre le sujet, notamment quand il y avait toute l'intelligence artificielle. J'avais envie de positionner partout aussi sur ces sujets. Et donc, j'ai repris ça. Thibaut, mon associé, quand il y a eu des besoins côté Customer Care, donc le support, lui, ça l'intéressait de revoir comment on pouvait être plus efficace sur ces sujets. C'est lui qui l'a repris. Donc, je pense qu'il y a d'abord un fond qui se base sur les compétences et les appétences fondamentales de la personne et ce qu'il a envie de faire. Et puis après, il y a des moments où la personne elle a plus d'énergie ou moins d'énergie ou plus de volonté. On a eu des moments plus difficiles ou des moments plus faciles et donc en fonction il y a des gens qui disaient, enfin Thibaut ou moi on disait on a envie de prendre ce sujet, ça me tente bien, ou alors là il faut que tu le prennes parce que j'ai pas la force. Ouais, et puis effectivement, les questions de bande passante, je précise du coup pour l'audience parce que ça peut être un peu confusant. Donc, vous êtes deux CEO à vous appeler Thibaut tous les deux. Oui, j'ai pas précisé. C'est résultat, comme je suis le deuxième Thibaut, donc moi Thibaut Renouf, et donc c'est Thibor en interne. Pour segmenter, lui, on l'appelle encore Thibaut, il a gardé. Alors on essaye Thibol parce que c'est Thibaut Lévy-Martin, mais oui, en effet, il garde là. Ça facilite pas le sujet. Ok, donc du coup. Oui, non, ça facilite pas. Donc t'es arrivé sur un autre rôle et puis donc progressivement vous êtes calé sur cette logique de co-CEO et puis vous avez partagé les différentes missions. On va essayer de faire un petit peu plus le tour du sujet, mais finalement c'est quoi les clés de succès au quotidien pour que ça fonctionne? Parce que quand je t'écoute, je me dis tu dois avoir plein de dirigeants qui se disent waouh super, on va un peu partager la charge mentale, on va aussi pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre selon le niveau d'énergie, etc. Et ça vend du rêve, j'imagine, pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Et en même temps, il doit y avoir quand même pas mal de choses à mettre en place pour que ça fonctionne vraiment. Ce serait quoi pour toi? Ouais, déjà, je pense qu'il y a des prérequis de base qui sont justement ces éléments de complémentarité. Donc, de savoir qu'on ne va pas travailler sur les mêmes sujets et qu'il y a des choses sur lesquelles je vais potentiellement aller qui intéressent moins Thibaut et inversement. Donc, vous ne pas vous retrouver en doublon finalement. Ouais, il y a souvent des gens, en fait, viennent du même milieu, ils viennent du même milieu professionnel, ils vont un peu se marcher dessus parce qu'ils ont les mêmes compétences. Là, c'était intéressant parce qu'on avait vraiment des compétences complémentaires. Et moi, j'ai beaucoup appris quand je suis arrivé sur plein d'aspects de comment lancer un produit, la tech, etc. Et lui, il a appris sur d'autres choses. Donc, la première. Vous connaissiez pas, juste non, pour être clair. On se connaissait pas. On avait des amis en commun. Moi, j'ai mis 6 mois à rejoindre partout, avec beaucoup de sacrifices au niveau du salaire, mes départs. Et donc, on a pris beaucoup de temps 6 mois pour le process de recrutement a pris 6 mois, donc c'était un peu long. Donc, le premier truc, c'est la complémentarité. Le deuxième, je pense, c'est l'entente. Donc, être capable on s'est jamais engueulé avec Thibaut, c'est assez cool. Il a un tempérament très posé. Et moi, je suis un peu plus, je parle beaucoup, je pense un peu plus de place. Et en fait, cette complémentarité a fait qu'on s'entend extrêmement bien. Et on est aussi aligné sur certains fondamentaux de, par exemple, ce qu'on a envie de faire avec Partout, les valeurs qu'on porte, ce qu'on valorise chez les gens et ce qu'on a envie de valoriser au sein de Partout. Donc, on s'est quand même énormément aligné. Chez Partout, il y a 6 valeurs. On se réaligne aussi sur qu'est-ce qu'on a envie pour Partout dans les 5-10 prochaines années. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est bien s'entendre et être aligné. Par rapport à cette notion d'alignement, est-ce que dans les 6 mois de ton long process de recrutement, ou est-ce qu'au démarrage en tout cas, vous avez fait une démarche en particulier justement pour aller valider que vous partagiez bien les mêmes valeurs, la même vision, etc. Ou est-ce que vous avez vraiment itéré tous les deux? Déjà, le premier point, c'est que quand on s'est rencontrés, on a eu 3 heures d'entretien qui n'étaient pas des entretiens, c'était dans un Starbucks un dimanche où on a juste parlé entrepreneuriat et d'ailleurs, on n'a pas parlé du tout du monde du consulting, on a parlé d'une autre boîte que j'avais créée qui existe toujours, qui s'appelle SoGuide, qui est une agence de voyage.
Et en fait, on a parlé entrepreneuriat et je pense que la première chose qu'on a vérifié, c'est un peu est-ce qu'on avait la volonté, le dynamisme, un peu le feu, est-ce qu'on était motivé quand on se parlait, quand on racontait. Enfin, moi, je pense que j'ai rejoint partout, j'ai eu que des entretiens avec Thibaut, donc l'autre Thibaut. Ça va être, sinon les gens vont croire que je parle tout le temps de moi à la troisième personne. Et aussi un investisseur, mais dans l'ensemble, c'était vraiment, je venais aussi pour lui, pour le projet. Après, il n'y avait pas beaucoup d'employés à l'époque, mais donc j'ai vraiment validé que ça matchait bien en discutant de manière très ouverte et personnelle sur ça. Et après, il y a eu des entretiens un peu plus professionnels. Donc on a vérifié que ça matchait d'abord sur les aspects personnels, et je pense qu'il y a une certaine confiance mutuelle en se disant est-ce que je peux le suivre, est-ce que je peux lui faire confiance quand ça sera compliqué, est-ce que il y a aussi un autre aspect, c'est est-ce que il y a assez de points positifs pour que quand il y a une erreur, et on en a fait tous les deux des très grosses à plusieurs millions d'euros à chaque fois, de se pardonner, de se dire ah bon bah en fait voilà, c'est pas grave, passer l'éponge. Je pense que ça c'est un troisième truc, c'est d'être capable de regarder une aventure entrepreneuriale comme un ensemble de succès et d'échecs, avec beaucoup d'échecs, beaucoup de mauvaises décisions, et de se dire que peu importe les échecs qu'il y a eu, finalement on avance dans la bonne direction, etc. Et donc ça, c'est vraiment une réflexion assez forte. Et il y a eu certains moments où on a racheté une boîte qu'on a dû fermer, on a ouvert plein de pays qu'on a dû fermer, on a fait plein d'erreurs. Et je pense qu'on s'est toujours plutôt serré les coudes. Parfois, il peut y avoir des moments où on n'est pas d'accord sur certains trucs, mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a plein de choses qu'on admire chez l'autre, qu'on n'a pas et qui nous permettent de grandir. Donc ça, c'est un des points importants. Et après, peut-être le dernier point, c'est des sujets de communication qui sont aussi assez importants. C'est déjà de prendre plaisir à passer du temps ensemble, parce que sinon, en fait, on communique pas trop. Donc, ça veut dire que vous gardez du temps pour des moments entre guillemets informels ou... Ouais, les décisions difficiles, lui il aime bien faire de l'escalade, donc la dernière grosse décision difficile qu'on a pris, je suis allé faire un peu d'escalade avec lui, où on se prend des moments de 3 heures pour discuter, ou alors les points qu'on prend vont déborder un peu, et c'est des réflexions plus à très long terme. On avait fait aussi des balades dans la forêt ou des trucs comme ça qui permettent de sortir un peu du contexte, parce qu'en fait le métier, je pense, de dirigeant, il est un peu il y a plusieurs temporalité, en fait. Il y a une temporalité du quotidien où là on va essayer de pas travailler ensemble, en fait. Ça sert à rien qu'on soit deux sur un même sujet. Donc si c'est un client, en fait on ne fait jamais de rendez-vous commerciaux ou de rendez-vous de gestion client ensemble, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun moment où vous avez pu être tenté parce que, j'en sais rien, le sujet vous attirait ou... Non, il faut aussi se laisser la place. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller à deux sur un sujet, parce que ça va créer on va pas faire les choses de la même manière. Il faut quand même qu'il y ait qu'un seul pilote sur chaque projet pour que ça avance. Donc généralement, c'est un de nous en lead, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, du COMEX ou autre. Et après, sur les grands sujets, on va se dire, est-ce que c'est toi qui lead ou est-ce que c'est moi? Et après, sur les sujets d'orientation stratégique, là, ce qui est intéressant, ça va être de discuter très longuement sur est-ce que c'est vers là, et c'est là où il y a le plus de débats. Et finalement, je pense que les gens qui se disent il faut qu'un seul CEO, c'est pour trancher. Mais je pense que quand il y a deux CEO, c'est aussi pour débattre et aussi valider. Je pense que toute décision d'un dirigeant, elle porte un risque, et ce risque, il peut aussi générer de la charge mentale. Et moi, ce que j'aime bien dans ce qu'on fait, c'est que quand on prend des décisions où il peut y avoir un risque, on va juste avoir la validation d'une autre personne dans laquelle on a confiance sur le fait que c'est pas complètement débile. C'est-à-dire dire ça, je vais faire cette personne, je pense qu'il faut s'en séparer, je vais le faire, ça te va? C'est pas complètement débile? Ou au contraire, ces personnes, j'ai vraiment envie de la recruter, mais je prends un risque. Est-ce que tu es d'accord? Et en fait, ça va enlever une charge, parce qu'on se dit, ok, je suis pas complètement à côté de la plaque. Et en fait, on peut se dire, être deux, ça va rallonger les décisions. Alors que moi, je trouve que ça accélère la décision, parce que ça me permet d'avoir un retour assez rapide sur certains trucs, donner un point de vue. Et en fait, dans 95% des cas, en fait, on se valide les décisions les uns des autres hyper rapidement, ce qui permet d'avancer. Et dans 5% des cas, il y a débat. Et quand il y a débat, c'est sans doute pour une bonne raison. Soit qu'il y en a un d'eux qui n'a pas compris ce que faisait l'autre, soit qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu, enfin bref. Ouais. C'est hyper intéressant. Je pensais pas aller sur ce sujet-là, mais c'est vrai que on a un peu plus parlé dernièrement, sur les dernières années, des sujets un peu de charge mentale des dirigeants, de solitude depuis toujours, entre guillemets, sur les décisions, mais voilà, sur le côté un peu comment tu préserves ta santé mentale quand tu es sur des décisions un peu critiques, dans des périodes un peu difficiles, etc. Là-dessus, tu trouves vraiment que le duo, ça amène quelque chose? En fait, c'est marrant parce que c'est un sujet dont je parle assez peu, parce que notamment ma femme me dit écoute, si tu as fait choix de ce métier, c'est toi qui as choisi, et donc ta charge mentale, c'est toi qui la portes, et c'est un super métier, etc. Donc c'est assez mal placé, vu d'un CEO, de se plaindre tout le temps de sa charge mentale, et donc c'est un truc sur lequel je pense il y a une certaine retenue
dans le sens où même si je pense qu'on prend de manière générale assez lourd en termes de charge mentale, il y a une certaine décence, c'est pas dire ouais j'en peux plus parce qu'en fait on a des parts de la boîte, on a aussi les bénéfices qui sont associés, etc. Et d'ailleurs, choisi. Oui voilà, exactement. Si je voulais redevenir salarié, je reviendrais salarié plus facilement. Et il y a pas. Donc c'est un choix, et donc le premier point, même si c'est un choix, on pourrait débattre de si c'est un choix parfois bloqué, etc. Mais dans l'ensemble, on n'en parle pas beaucoup, et c'est marrant parce que dans ce livre, j'avais prévu genre 2 énormes chapitres sur la santé mentale, notamment des dirigeants, et parce que je suis assez choqué quand on en parle entre nous de l'impact que ça a sur, notamment dans le club Bootstrap, on avait fait un moment et tout le monde avait fait un tour en disant tous les torts que ça causait à sa santé, que ce soit de l'eczéma, les dents qui grincent la nuit, des paralysies faciales, enfin franchement j'ai halluciné ces trucs-là, et je me suis dit mais en fait moi aussi j'ai du mal à dormir, bref. Donc je suis quand même assez content de pouvoir, quand je suis un peu fatigué, etc., de pouvoir me dire, là, de pouvoir prendre un moment pour moi, de pouvoir couper, en me disant, de toute façon, quand je reviendrai, bah, je sais qu'il n'y a pas de sujets qui seront laissés à l'abandon parce qu'il y aura quelqu'un pour prendre ces décisions. Et je pense que beaucoup de fondateurs, notamment dans le club Bootstrap et de manière générale, parfois me discutent avec moi, ils disent « Ah ouais, mais c'est quand même une chance de dingue de pouvoir juste en fait déléguer certaines prises de décision à certains moments quand ça va moins bien, etc. » Et je trouve qu'on a de la chance d'avoir trouvé, parce que c'est un énorme risque quand tout va bien en tant que dirigeant seul, de se dire ok je vais recruter quelqu'un d'autre, parce que je pense que les gens le font pas pour la bonne raison, ils le font pour se décharger, alors qu'en fait le côté je me décharge c'est un bénéfice, c'est un truc positif qui peut advenir, mais l'objectif c'est pas le but d'être 2 CEO, c'est pas de se décharger. Le but de 2 CEO c'est d'aller plus loin, plus vite ensemble et d'être plus fort. C'est pas de se dire ah ouais mais quand je dois virer quelqu'un comme ça je peux demander au co-CEO, enfin c'est je peux me rassurer un peu. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient la situation dans laquelle Thibaut et moi on est, qui peuvent se dire ah mais en fait il faut que je fasse pareil, je vais recruter quelqu'un pour me décharger, alors que je pense pas que ce soit la bonne raison. La bonne raison c'est de se dire ok je vais recruter quelqu'un pour me compléter, ce qui est pas pareil, quelqu'un qui va m'apporter des nouvelles choses, qui va me permettre d'avoir une meilleure vision de la boîte, qui va me faire grandir sur d'autres aspects, et c'est ça qu'il faut rechercher quand on est deux à la tête d'une société, principalement. Ok. Évidemment, quand on entend tout ça, moi je me pose forcément la question de à quel moment est-ce que y a eu des couacs dans la machine, et qu'est-ce que ça t'a fait apprendre des dysfonctionnements potentiels du modèle. Donc déjà, on n'a pas eu tant de désaccords que ça, et les désaccords les plus marquants, c'était typiquement, on a eu des sujets sur le nombre de valeurs ou quelles valeurs on avait. Historiquement, on avait 3 valeurs, le fun, la curiosité et l'empathie, et on voulait en rajouter d'autres. On a eu plein de débats sur est-ce que les valeurs c'est ce qu'on est ou c'est ce qu'on veut être. Grand débat. Et alors ? Voilà, et donc on avait 3 valeurs sur ce qu'on était et les 3 valeurs sur ce qu'on voulait construire. Et moi je trouvais que 6 valeurs c'était trop, donc on a eu beaucoup de débats là-dessus. On a eu aussi des débats sur quel pan de notre business faut développer en priorité. Et à chaque fois, je pense qu'il y a 2 aspects qui sont importants. Le premier, c'est que il faut savoir faire un peu de concession et être ouvert au débat. Si on est bloqué sur son sujet et qu'on n'est pas ouvert au débat, ça marche pas. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de savoir aussi qui tranche quand il y a un blocage. Et sur ce point, c'est assez clair quand on est 2 co-CEO que le fondateur qui a potentiellement des parts plus supérieures a le pouvoir de trancher. Et donc je sais que dans le cas où on n'est vraiment pas d'accord, je lui laisse la priorité. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il ait besoin de trancher, c'est juste que je vois que c'est vraiment important pour lui et que dans une... Enfin, en fait, c'est plus moi qui vais faire une concession. Mais il n'y a jamais eu de moment où on s'est dit « Ok, là, on n'est vraiment pas d'accord, c'est à toi de trancher, vas-y ». C'est plus « Ok, je comprends ». Et là, sur ce cas-là, je suis pas... C'est un peu dans une team, le disagree and commit, qui est hyper important dans un COMEX ou dans ce genre de choses. C'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, je pense qu'un CEO qui parfois n'est pas dans cette logique de disagree and commit. Alors aujourd'hui, on pense que le CEO il doit toujours trancher, mais finalement parfois il peut aussi se dire que s'il y a 6 personnes dans son COMEX qui sont d'un point de vue, et peut-être qu'il n'a pas le bon point de vue. Bref, c'est aussi un débat. Ouais. Ça fait réfléchir à plein de choses, tout ça. Très bien. Je réfléchis tu vois, des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans des structures complètement différentes, tu vois, moins jeunes, plus tradis, ou avec des sujets de croissance un peu différents, etc., et qui se posent la question du modèle. Est-ce que tu saurais me dire à qui ça conviendrait pas ? Tu vois, demain, tu croises d'autres dirigeants qui te disent « ça a l'air super ton modèle, est-ce que tu me le recommanderais ?» Dans quel cas tu dirais « non, franchement, ça marchera pas pour vous ?» Déjà, il y a un premier point, c'est qu'il ne faut pas être trop pressé pour le mettre en place, parce que c'est comme une succession en fait, d'entreprises. Si c'est des trucs qui ne marchent pas, c'est quand vite il faut trouver quelqu'un, etc. Donc c'est un premier point, c'est
les gens qui sont pressés de le faire et qui se disent ça va être la solution à tous mes problèmes et je vais le mettre en place maintenant parce que c'est un truc qui prend vachement de temps et il peut y avoir des erreurs. Le deuxième cas où ça va pas marcher, c'est des gens qui vraiment ont envie de prendre des décisions et qui n'ont pas envie de trop débattre et qui ont envie d'être assez tranchants. Je pense qu'il y a ça. Et je pense qu'il y a quand même aussi être CEO, c'est une position. Et partager cette position, ça peut être parfois... les gens, parfois, ils ont envie d'être seuls aux manettes. Un sujet d'ego quand même aussi. Il peut y avoir un sujet d'ego. Et je pense que le fait que Thibaut et moi, on a accepté en soi, c'est aussi lié à l'histoire de partout, où il y a eu un moment où moi, je suis passé à CEO, lui potentiellement se poser des questions, puis on est revenu, etc. Je pense qu'il y a eu ce moment-là qui a fait qu'on est arrivé à cette situation, qui ensuite s'est retrouvé assez agréable au quotidien, mais qui aurait pu être un énorme fiasco. Mais... pourquoi nous, ça nous a plu, c'est aussi parce qu'on était first-time entrepreneur. Et ça, je pense que c'est un sujet... il y a une différence entre avoir déjà fait les choses et jamais les avoir faites. Et quand on les a jamais faites, c'est mieux d'être deux pour être sûr de ne pas faire trop de conneries. Et tu avais déjà créé une boîte. Oui, mais c'est pas pareil. Ouais. C'est-à-dire que la boîte, on était 6. Okay. Là, on est monté à 350. Toutes les problématiques qu'on a eues et toutes les périodes de scale, on avait besoin d'être deux pour certaines décisions. Et si on regarde la majorité des boîtes qui ont vraiment scalé... que ce soit typiquement les Conto, les Alan, c'est des gens qui sont pas first time entrepreneurs. Swile, il avait déjà monté Tids avant. Le mec de Alan, il avait monté une autre boîte dans tout ce qui était avion et siège d'avion, je crois. En fait, c'est pas pareil de monter une boîte tout seul. Et surtout quand elle a la chance de grossir comme nous on a eu la chance de grossir. Ça a été une période où finalement, et puis ensuite quand ça a grossi moins vite, il y a quand même des moments qui sont un peu forts. Et donc c'est aussi pour ça. Et si demain, on se disait, est-ce que je remonterais une boîte? Et je pense que tous les deux, avec Thibaut, ça nous irait de la monter seule, si c'était pour la passer de zéro à ce qu'on a fait aujourd'hui. Par contre, si c'est pour passer à une boîte de 5000 personnes, soit tu as un super comex qui l'a déjà fait, soit tu le fais à deux pour tenir la charge. Ok, donc si je synthétise, si demain vous arrêtez l'aventure l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, et que tu remontes une boîte avec, on va dire, le même niveau d'ambition, ton choix, ce serait de le faire seul. Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai jamais été seul. Et c'est un peu flippant, parce que j'aurais peur de planter le truc. En fait aussi, je trouve que la solitude dont on parle, c'est aussi si demain, par exemple, on a une cyberattaque, ou il y a un mort, ou des trucs vraiment graves, tu vois. Ouais. J'ai pas envie que tout le monde se retourne vers moi et me dise qu'est-ce qu'on fait, et que j'ai personne à qui regarder et dire qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, je sais que si demain, il y a un énorme problème, grave, mais pas un problème genre on perd un client, mais un vrai problème qui peut couler la boîte, je sais que on se posera à deux, on se dirait ok, voilà ce qu'on va faire, et ça va être, et je ne vais pas me sentir seul par rapport au problème. Et alors que si je suis seul, soit faut avoir un comex de gens qui sont vraiment partie prenante à fond, et je pense que tout le comex de partout est partie prenante, je dis pas ça, mais c'est plus d'avoir la full responsabilité du truc, c'est quand même assez pesant, surtout dans une certaine taille de boîte, et encore plus dans mon cas qui n'est pas créé. Si Thibaut partait, j'aurais envie d'avoir quelqu'un avec moi pour être sûr de pas planter quand même le truc. Donc t'as quand même, je pense que c'est un filet de sécurité qui aide, et on n'a pas forcément envie de se débarrasser, mais il y a aussi un truc d'ego où on a peut-être envie de créer sa propre boîte où on est seul mais sans prendre trop de risques. Et donc du coup, les boîtes à qui tu recommanderais pas de le faire, c'est une question de mindset avant tout. Est-ce que c'est des dirigeants qui sont prêts à partager, à se faire challenger, etc., à être dans cet état d'esprit de co-construction? En fait, je pense qu'il faut déjà pas avoir envie d'être seul aux manettes, faut avoir envie de partager les sujets, faut prendre le temps de construire une relation et de faire des compromis. Donc je pense qu'il y a pas mal de cas où ça... En fait, dans pas mal de boîtes aujourd'hui, il y a 2-3 personnes ou 2 personnes. C'est juste qu'on n'en voit qu'une parce que ça va être celle qui va être à parler en public, etc. Et d'ailleurs, Thibaut, mon associé, il prend très peu la parole dans les podcasts. Je pense qu'il en fait quasiment jamais. Il poste jamais sur LinkedIn. Il est très peu visible en externe. Il va plutôt faire la relation investisseur. Et en fait, je pense que nous, on s'est réparti les rôles. C'est-à-dire que moi, les investisseurs, on leur parle à deux tout le temps, mais c'est pas moi qui vais gérer certains sujets, notamment de table de capitalisation, etc. Et donc, en fait, on va prendre chaque sujet, on va se les répartir. Et donc, dans beaucoup de boîtes, on pense que le CEO, c'est celui qui prend le plus la parole, alors qu'en fait, c'est pas toujours le cas. Et que dans beaucoup de boîtes, en fait, c'est souvent des binômes. Et il y en a plein autour de nous, quoi. Oui, il y a souvent des binômes de toute façon, quels que soient les titres, en fait, dans toutes les entreprises, tu peux avoir un président, un DG et son directeur, son bras droit, je sais pas quoi, son chief of staff, etc. Donc en fait, en réalité,
les rôles, ils sont souvent splittés. Et en même temps, le titre fait beaucoup. Et moi, la question que ça me pose, c'est le fait d'être 2 CEO, même si vous avez des périmètres très définis et que finalement, ça pourrait revenir des fois à d'autres modèles qui ne s'appellent pas pareil. Qu'est-ce que ça change dans l'esprit aussi, par exemple, des équipes, des clients, où on a souvent tendance à se dire je veux parler au CEO, est-ce que ça amène des court-circuitages, tu vois, qu'est-ce que ça peut apporter ça? Non, enfin je pense que c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que quand les personnes veulent parler au CEO, c'est plus facile puisqu'on a 2 fois plus de temps et qu'on s'appelle tous les deux Thibaut. Donc... Ils veulent pas vous avoir tous les deux dans la salle? Non. Donc ça en fait ça double l'impact et ça c'est plutôt pratique. Après la différence, en fait c'est comme d'avoir un président et un directeur général avec un président qui est plus présent et dans l'ensemble ça ne va pas changer grand-chose pour les équipes qui savent comment ça fonctionne chez Partout. Je pense que pour les personnes pour lesquelles c'est le plus compliqué, c'est un peu les double management. On déteste le double management parce qu'on sait que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un rattachement direct. Mais notamment le DRH, directeur financier et directeur commercial, on va tous les deux avoir beaucoup de notre mot à dire. Et donc, il va y avoir des points qui sont dédiés à deux, qui sont plutôt des points de développement personnel, des points de difficulté ou de discussion sur le profil. Et après, des points qui sont plus stratégiques, où là, on va être 3 sur la stratégie RH, sur la stratégie financière ou sur la stratégie commerciale. Et donc, ça va créer un peu de problématique parce que il y a les évaluations annuelles, il y a les augmentations, il y a les axes d'amélioration. Et parfois aussi, on va pas avoir les mêmes attentes exactement sur certains sujets. Donc, il y a plein de fois où on a quand même dû se réaligner en disant voilà, il y a quand même des attentes qui sont là et d'autres attentes qui sont là. Et dans ce cas-là, dans un point où on discute à 3, on essaie de réaligner un peu tout ça. C'est sûr qu'il y a aussi des complications et des avantages à ce modèle, mais ça nous permet aussi de gérer le truc. Et un autre point dont j'ai pas trop parlé, c'est que ce modèle-là nous permet aussi d'avoir du temps pour faire autre chose et de faire autre chose du type de s'intéresser à d'autres trucs, de lire. Moi, je pense qu'il y a une journée franchement, une journée toutes les 2 semaines où en cumulé, je vais faire, là, typiquement, faire ce podcast, ça fait pas partie de ma fiche de poste en tant que telle, me former sur de nouveaux trucs, aller déjeuner avec des gens pour comprendre des nouveaux systèmes, des nouvelles manières de faire. Et il y a une valeur qui est hyper forte chez Partout, qui est la curiosité. Et c'était un des trucs, quand on se posait avec Thibaut et on se pose la question, pour quelle raison on est encore là et pourquoi on serait encore là dans longtemps, c'est parce qu'on a envie d'apprendre. Et cet apprentissage, il passe aussi par avoir du temps et pas être bloqué au quotidien dans les clients qui disent je veux parler au CEO ou régler les problèmes. Donc, ça évite d'avoir un goulot d'étranglement oui. Et ça vous permet de gérer cet élément-là. En plus, je pense qu'il y a une schizophrénie du CEO qui est que déjà, il n'y a pas 2 CEO qui travaillent sur les mêmes sujets, mais il y a aussi une temporalité qui est difficile à gérer. En gros, tu as une temporalité qui est court terme, donc c'est comment je gère le quotidien, les problèmes, et il y en a constamment, des bugs, des situations critiques, etc. Il y a le quotidien, tu as le stratégique à horizon 4-5 ans, c'est comment je fais mon BP cette année, quelles vont être mes ventes, etc. Et tu as le vision, c'est où est-ce que j'emmène la boîte à 10 ans, quels sont mes différenciants, etc. Et quand dans une même journée, on doit jongler beaucoup, c'est assez difficile. Être 2, ça permet quand même à certains moments de se dire moi je vais prendre les 2 prochaines semaines un peu posées pour essayer de réfléchir à la strat, ou là il y a plein de problèmes, c'est toi qui gères ce sujet-là, ça me permet de dire ok c'est géré. En fait ces 3 temporalités, elles sont hyper dures à gérer dans une même journée et on devient un peu schizophrène à toujours se dire ok il faut que je fasse mon chiffre de l'année, mais en même temps il faut pas que j'oublie que voilà. Et donc à certains moments on va être plus défenseur d'un truc plus moyen terme. Donc moi à un certain moment j'étais plutôt défenseur de là il faut qu'on ait des produits qui ramènent du cash pour arriver à la rentabilité. Donc là on devrait être rentable, enfin on est rentable en Q1, donc en Q1 2025, et peut-être des réflexions autour de comment on fait pour que Partout soit encore une boîte cool ou solide dans 10 ans avec tous les changements de l'IA, etc. Donc, réfléchir à différentes temporalités, je pense que c'est pas mal quand on est dedans. Ouais, et effectivement, ça nécessite de prendre un temps de recul, y compris dans des moments où ça va vite. Je me pose la question, tu vois, nous, on est pas mal sollicités régulièrement sur, tu vois, l'accompagnement ou le coaching, ou mets le mot que tu veux, sur des binômes un peu importants dans des organisations. Mais de temps en temps, ça tient vraiment à quel rituel pour que le binôme il fonctionne bien, quel mode de collaboration, etc. Est-ce que tu as des clés à donner là-dessus ? Alors, donc nous, on avait été coachés, à un moment, on avait la même coach pour les 2. Et en fait, on nous avait présenté plusieurs coachs, on avait choisi chacun la même, mais sans le savoir. Et donc après, il y a aussi des techniques de faire du coach avec la médiation, ce genre de choses. Donc les techniques, on s'est fait, donc déjà, on a un déjeuner tous les vendredis, tous les 2. Toutes les semaines. Ouais, il y a aussi
aussi de se tenir au courant sur sa vie perso. Je pense que c'est con, mais tous les trucs perso qui peuvent arriver, je pense qu'on est les premiers à se les dire, parce qu'en fait, ça va impacter notre tempérament, enfin notre état d'esprit ou notre ce genre de choses. Ouais. Donc déjà, ça, c'est un point important, c'est se tenir au courant de quand ça va et quand ça va pas. De se voir dans des points un peu informels, d'essayer de se faire des sessions un peu de feedback à certains moments, de faire des points un peu de réflexion. Là, vendredi, on s'est prévu 4 heures pour réfléchir au sujet de l'IA, comment intégrer l'IA à nos produits, qu'est-ce que les modèles, enfin tout ce que les agents IA vont avoir un impact sur les modèles SaaS, etc. Donc on se prend 4 heures un peu en dehors de partout. Je pense qu'on va aller dans un resto ou un truc comme ça. Donc se prendre des moments de ce type-là. Et après, typiquement aussi, s'envoyer des choses sur les sujets sur lesquels on travaille pour un peu avoir de la visibilité. Je sais qu'en ce moment, Thibaut, il fait ça. Je pense que c'est à un moment sa coach qui lui a demandé, où il s'est dit que c'était important. Donc, il m'envoie toutes les semaines, voilà les gros sujets sur lesquels je vais travailler. Il me dit, t'as pas besoin de me dire exactement ce que tu vas faire, mais moi, ça me permet de te communiquer ça. Voilà, principalement ça. Ouais. Mais t'as plein de petits rituels. Au moins qui vous permettent d'être en communication hyper régulière, du très opérationnel comme du plus stratégique, comme des trucs plus personnels, informels, en fait, quelque part. Et t'as quand même pas mal de périodes, tu vois, en 8 ans. Il y a déjà des périodes pendant 3 mois, on s'est assez peu vus et en fait on était chacun sur ses sujets, chacun dans sa ligne de nage, mais où tu vois on avait besoin de délivrer des trucs et d'autres moments où on a vraiment passé plus de temps à réfléchir sur la strat, donc c'est aussi différentes périodes de collaboration. Et alors comment ça se projette potentiellement dans le futur, un modèle comme ça, parce que c'est un binôme, potentiellement ce que tu vas avoir envie de faire peut impacter l'autre. Comment est-ce que le truc tu le vois dans la durée? Je pense que en fait ça dépend dans quel type de boîte t'es, mais on a la chance avec la croissance et le fait d'être sur un secteur technologique d'avoir des opportunités. Et je pense que c'est la principale chance qu'on a. C'est-à-dire que dans une boîte où ça reste la même chose, tu peux un peu te mettre dans une routine et te marcher un peu sur les pieds, dire moi ce sujet je le veux, etc. Le problème aujourd'hui c'est qu'on a trop de sujets et trop d'idées potentiellement. Et ça peut être ouvrir les États-Unis, et moi je me dis moi je vais partir vivre aux États-Unis, ouvrir le bureau là-bas, et donc Thibaut il va devoir trouver mon remplaçant ici à Paris. Ça peut être on veut vraiment changer la strat de la boîte, aller beaucoup plus sur tout ce qui est message, il faut quelqu'un qui prenne plus. On a lancé toute une business unit sur les SMB, Small and Medium Business, qui est une nouvelle ligne de business où là moi j'ai pas du tout touché, c'est Thibaut qui a lancé et donc c'est lui qui gère toute cette business unit qui fait 6 millions actuellement. Et donc en fait on a chacun créé des trucs dans lesquels on croyait, c'est presque des boîtes dans la boîte quoi. Et donc tant qu'on reste sur ce mode où il y a des opportunités, en fait la continuité de l'histoire de l'entreprise, c'est aussi de saisir ces opportunités. En fait ça veut dire qu'on a plein de champs des possibles et que le futur il est assez positif. Si à un moment on est dans une phase où on commence à se marcher sur les pieds parce qu'il y a de moins en moins d'opportunités, ça sera beaucoup plus compliqué, et je pense que ni l'un ni l'autre on aura envie de rester dans ces conditions, on trouvera des solutions, mais c'est pas du tout Non, mais il y a plein d'opportunités qui peuvent avoir une incidence sur comment est-ce que tu te projettes. Effectivement, parce que si demain tu te dis, justement, je vais ouvrir le truc aux US, ça bouge quand même un peu qu'est-ce que vous y trouvez, est-ce que vous y sentez bien tous les deux, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est ça aussi le point, et je pense que n'importe quel manager devrait faire ça avec ses équipes, et nous on essaie de le faire, et on oublie parfois de le faire. C'est juste de te dire pourquoi tu es encore là, et qu'est-ce qui te ferait partir. Et là c'est pourquoi je suis encore là, parce que j'apprends des trucs, parce que je m'entends bien avec les gens, parce que tu vas citer plein d'éléments qui font que tu es encore là, et qu'est-ce qui me ferait partir, ou pourquoi je serai encore là dans 10 ans. Et en fait ensuite on va aussi essayer d'orienter la fiche de poste ou les opportunités en fonction de pourquoi tu es là. Et au contraire, moi, si à un moment il me dit voilà, ce qui me ferait partir, c'est que là ça me saoule ce sujet, j'en peux plus, ça peut être des sujets RH qui sont quand même assez prenants, des sujets financiers ou d'autres sujets qui peuvent un peu peser, je vais dire ok, là ce que je propose c'est l'année prochaine, on va essayer de se répartir un peu mieux les trucs, ce genre de choses. Donc faire cet exercice de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on aime dans notre job, et pourquoi c'est un peu aussi le truc des énergies, tu vois, le truc de qu'est-ce qui te prend de l'énergie, qu'est-ce qui t'en donne, quels sont les gens qui te prennent de l'énergie, quels sont les gens qui t'en donnent. Et ça, quand t'es CEO, t'es seul. De toute façon, si le mec il te prend, ou la personne elle te prend de l'énergie, voilà, tu peux rien faire. Non, attends, en fait cette personne j'arrive pas, elle me prend de l'énergie, j'arrive pas à communiquer. Attends, viens, ce qu'on fait, c'est que je vais la prendre en management. Et tu vois, on parlait d'être flexible. Et ça c'est royal. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu peux les recruter et en fait ça marche moins bien. Et comme on est quand même très différents, on peut faire ce genre de choses. Je retiens la question sur laquelle je pense que de temps en temps, il y a des binômes qui se passent la poser parce que t'es pas toujours sûr d'avoir envie d'avoir la réponse. Mais sur qu'est-ce qui te ferait partir, tu vois, et pourquoi t'es encore là. Mais c'est un rituel assez sain. Si derrière, t'as une conversation qui te permet de mettre en place des choses.
Et j'ai une dernière question, parce qu'effectivement, à chaque fois, on se pose la question de l'impact sur l'équipe. Ce serait quoi, à ton avis, l'idée reçue, peut-être l'idée un peu fausse que peuvent se faire des équipes qui regardent ce modèle-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer? Ce serait quoi le fantasme qui n'est pas complètement vrai? Le fantasme qui serait vrai, c'est que la stratégie n'est pas alignée, n'est pas claire, que ça part, qu'en gros, ça part potentiellement dans deux directions. Alors, chez Partout, on fait beaucoup de choses différentes, on lance beaucoup de produits, etc. Par contre, le paradoxe, c'est que le fait d'être deux nous force à tout le temps se réaligner sur où on veut aller et d'au moins de se communiquer tous les deux où on veut aller. Et chez Partout, on communique beaucoup en interne. Et donc, comme on est obligé, nous, d'être alignés, on va parler beaucoup sur où est-ce qu'on va, quelles sont nos priorités. Et même si on a beaucoup de priorités et que ça peut être un débat en interne, de dire on est sur trop de sujets, etc. Au moins, nous, on est obligé de s'aligner parce que ça fait partie du mode d'être deux. Et donc, on communique beaucoup sur où est-ce qu'on veut aller. Et donc, la fausse idée qu'on peut avoir dans une boîte où c'est deux personnes, c'est on ne sait pas où on va. Alors que je trouve que justement, comme on est deux et que c'est pas dans la tête d'une seule personne, sinon ça marche pas, on est obligé de tout le temps se communiquer où on va. Et je trouve qu'on communique beaucoup sur où on va. Finalement mieux, ouais. Finalement mieux que la personne en fait qui a son plan dans la tête, qui sait où elle va, qui se dit de toute façon c'est clair pour moi, donc c'est où on va et je vais dire aux gens comment on va le faire. Alors que là, nous on est obligé de s'en parler, on écrit beaucoup, on fait des mémos, on fait des présentations tous les trimestres, tous les séminaires, etc. Et je pense que c'est une force de Partout de beaucoup communiquer sur la strat, beaucoup communiquer sur les chiffres aux équipes. Et ça passe aussi par... Ok. Écoute, passionnant. Je pourrais te poser plein de questions, mais je crois qu'en tout cas, sur le modèle co-CEO, ça a permis vraiment de clarifier pas mal de choses. Dernière question, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posée aujourd'hui et qui serait intéressante? Tous les sujets sont intéressants, donc il y a beaucoup de sujets. Le modèle de co-CEO est un des sujets intéressants sur lequel on parle beaucoup et je pense qu'il peut poser plein de questions. Après, en fait, je pense que le gros sujet, le principal critère de réussite de ce sujet-là, c'est vraiment une histoire de deux personnes qui matchent bien, qui s'entendent bien, etc. Donc je pense que c'est le gros critère de réussite. C'est peut-être la question. Qu'est-ce qui est le seul critère qui permet de réussir ce modèle? Ce serait ça. C'est le match, oui. Et on a, je pense, plein d'histoires aussi dans nos réseaux d'entrepreneurs d'associations qui ont mal tourné. Et finalement, quels que soient, entre guillemets, les rôles, la question du fit initial et de l'évaluation de ce fit, quand tu es dedans et que tu es par nature un peu moins objectif, c'est un gros challenge. Donc, c'est une chance que vous ayez trouvé ce duo. Ouais, donc, et on ne sait pas de quoi demain sera fait non plus. Enfin, il faut que c'est un truc qui a travaillé aussi. Ouais. À faire vivre. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage hyper transparent et puis j'ai hâte de découvrir tout ce que tu as pu nous mettre aussi par écrit de ton expérience dans ton livre, donc on s'en reparlera. Merci.